Ok, donc salut. Moi c'est Olivier, je teste un nouveau type de présentation ce soir avec vous, donc vous êtes un petit peu des cobayes. Donc du coup, je vous propose un petit jeu. De quoi on va parler ce soir? Sobriété. Superbe. Voilà, donc on va parler de sobriété numérique. Voilà, donc c'est une présentation avec aucun mot, tous les slides sont des rébus. Je déconne, il y aura quand même quelques mots dedans. Du coup, j'aimerais commencer par vous raconter un petit peu mon cheminement de pensée on va dire, ces derniers 1-2 ans, quoi. Mais je vais faire vite. Mon cheminement de pensée, c'est le suivant, c'est que, en fait, donc ça, c'est la Terre. Et au fur et à mesure du développement, des technologies, de plein de trucs, ce qui s'est passé, c'est que la Terre, elle s'est réduite. Et en fait, elle s'est réduite parce que on a réduit les distances, on a réduit les quantités de ressources disponibles, on a réduit plein de choses. Et du coup, pour continuer de faire de la croissance, il fallait inventer un truc vachement plus grand que la Terre. Et donc, c'est là qu'on a inventé le cloud. Et en fait, le cloud, c'est un truc qui est encore vachement plus grand que ça, je pense, en termes de ratio entre la Terre et le monde, entre guillemets, du virtuel. C'est genre plutôt comme ça, je pense. Et voilà. Et donc, je voudrais partager avec vous quelques chiffres qui, à mon sens, sont un petit peu significatifs, permettent de se rendre un petit peu compte de quoi on parle. Le premier chiffre, tout le monde le connaît, c'est on est environ 7,8 milliards d'habitants sur Terre. Jusque-là, voilà. Est-ce que vous savez combien aujourd'hui, ou même il y a à peu près un an, il y avait de devices, d'appareils connectés à Internet? Vous avez un ordre d'idée? Alors, c'est pas x10. En 2021, c'était à peu près 36 milliards. Ce qui est quand même déjà beaucoup versus le nombre d'habitants, quoi. Là, on sent déjà qu'il va y avoir un petit décalage. Et en fait, ce chiffre, d'ici à 2025, on estime qu'il va doubler. Donc, on sera à 75 milliards d'appareils connectés à Internet. D'ici pas très longtemps, hein, 2025, c'est dans 3 ans, quoi. Donc là, c'est un x10. Là, on se rend compte qu'on est en train, en fait, avec cette histoire de cloud, on est en train de complètement changer d'échelle, quoi. Et alors, je pense que ces chiffres-là, c'est pas les pires. Et les pires, je vais vous les partager maintenant. Est-ce que vous connaissez la taille d'Internet? En octets, en bytes, en volume de data. Alors, la taille d'Internet a passé les 40 zettabytes en 2021. Et là, vous allez me dire, t'es gentil, c'est quoi un zettabyte? Alors, un zettabyte, c'est un truc qu'on a du mal à s'imaginer, en fait, concrètement, parce qu'un zettabyte, alors, juste pour finir, parce qu'on a passé les 40 en 2021, mais évidemment, ça ne va pas s'arrêter là. Hein. Vous connaissez tous l'histoire de ça double tous les 3 ans, etc. Et donc, en fait, en 2025, on projette que la taille d'Internet, ça sera environ de 175 zettabytes. Donc, on n'a toujours pas répondu à la question c'est quoi un zettabyte, mais j'y arrive. Un zettabyte, c'est quoi? Un zettabyte, c'est un 1 avec 21 zéros derrière. Alors là, je ne sais pas vous, mais moi, ça ne me parle pas vachement, parce qu'en fait, il y a tellement de zéros que... et donc, j'ai essayé de le traduire en truc un peu plus tangible. Donc, prenons ce disque dur de la marque Samsung, qui est un disque dur ultra fin. Je vous prie de le noter parce que ça a son importance plus tard. Un disque dur qui fait donc 1 teraoctet de données. 1 teraoctet de données, c'est déjà gros quand même. Hein. Enfin, vous mettez un paquet de photos dessus, de vidéos, de trucs, concrètement. Et bien, en fait, pour faire 1 zettabyte, il en faut 1 milliard de disques durs comme ça. Et là, je ne sais pas vous, mais moi, ça ne me parle toujours pas, en fait. 1 milliard de disques durs, franchement, j'ai quand même un tout petit peu de mal à me représenter ce que ça fait. Alors, du coup, j'ai fait un petit calcul pour vous. Et c'est là que l'épaisseur du disque dur entre en jeu. Donc, c'est un disque dur qui fait 6,8 mm d'épaisseur. Donc, c'est quand même pas très gros. Je considère par ailleurs une autre distance, la distance de la Terre à la Lune, environ 384 000 km. Bon, et devinez combien il faut empiler de disques durs en termes de distance Terre-Lune pour arriver à notre fameux chiffre de 175 zettabytes. Et en fait,
il faudrait empiler autant de disques durs, enfin, il faudrait empiler suffisamment de disques durs pour couvrir la distance de la Terre à la Lune, mais pas une fois, pas 2 fois, mais j'y arrive 3 fois. En fait, il faudrait faire 3 piles de disques durs de 6,8 mm d'épaisseur, 3 piles grandes comme la distance de la Terre à la Lune, pour stocker ce que ça représente Internet en 2025. Je ne sais pas si ça vous parle un peu plus, ou en tout cas, moi, ça me parlait un peu plus. C'est pour ça que j'ai fait ce calcul. Mais en fait, c'est totalement délirant, quoi. C'est totalement délirant. Voilà un petit peu dans mon cheminement de pensée, l'état d'esprit dans lequel je suis quand je constate ce truc-là, quoi. C'est vertigineux. Et en fait, ça fait quand même vachement flipper, quoi. Et alors, je passe sur la pluie, parce que, donc, effectivement, aujourd'hui encore, dans les gifs, la pluie, c'est synonyme de tristesse. Mais je pense que peut-être bientôt, ça sera peut-être pas synonyme de tristesse, mais en tout cas, là, voilà, ça l'est encore. Voilà. Et donc, du coup, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Et, en fait, je sais pas trop. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a 1 an, je me suis mis au jardinage. Je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je vais essayer de faire un truc dont je pense que c'est utile pour de vrai. Donc, je me mets au jardinage. Voilà. Je jardine. Et en fait, en jardinant, je suis tombé sur un truc assez intéressant. Est-ce que vous êtes familier du principe de ce qu'est la permaculture ? Alors, pour ceux qui ne le sont pas, je fais un mini récap, mais vraiment express, on ne peut pas faire plus express. La permaculture, c'est un concept qui a été inventé un peu par 2 personnes en Tasmanie, quelque part en Australie, par 2 personnes qui s'appelaient Bill Mollison et David Holmgren, qui ont écrit en fait un livre qui a posé les concepts, les principes de permaculture à la fin des années 70. Et ce livre, il s'appelle Permaculture One. Alors, il raconte plein de choses dans ce livre Permaculture, mais si on essaye de revenir vraiment à l'essence de ce que c'est que la permaculture, en fait, c'est un peu comme une philosophie de culture, mais je pense que ça va au-delà de la culture, et on va le voir. Et ces principes qu'ils ont posés, ils sont au nombre de 3. C'est les principes fondamentaux de la permaculture. Le premier, c'est Earth Care, donc en gros, prendre soin de la nature. Le deuxième, c'est People Care, donc prendre soin de l'être humain qui est dans la nature. Et enfin, le troisième, c'est Fair Share. Et en gros, l'idée, c'est quand on fait de la permaculture, donc on produit des choses en prenant soin de la terre, de la nature, on produit des choses en prenant soin de l'être humain. Et ça va donner une production, et cette production, je vais en prendre une fair share, en gros ce que moi je suis capable de manger dans le cadre de la permaculture, et puis le reste, je vais le redistribuer gentiment à tout le monde. Donc voilà, ça c'est les 3 principes fondamentaux de la permaculture et que j'ai découvert en fait récemment en me mettant au jardinage. Et là ça a été un peu comme une épiphanie, parce que je me suis dit, donc je vous fais un petit récap quand même. Donc, alors juste Earth Care et le mot care, j'ai trouvé une traduction sur internet en français qui me paraît pas mal en fait. Plutôt que prendre soin de la nature, prendre soin de l'être humain, il y a des gens qui traduisent ça par être attentif à la nature. Et de la même manière, être attentif à l'humain et redistribuer les surplus. Et être attentif, j'aime assez bien parce que derrière le concept de être attentif, il y a la notion de prendre soin, mais il y a aussi, c'est un peu plus un état, et je pense qu'il y a aussi cette notion d'observer ce qui se passe, quoi. Et sans nécessairement passer à l'action à tout prix. Et d'ailleurs, c'est ce que je constate moi avec mon jardinage, c'est que j'essaie de faire pousser plus vite les trucs, et en fait, ça marche pas. Et plus on essaie de faire pousser des trucs plus vite, moins ça marche, en fait. C'est ça qui est assez marrant. Bref, donc pour continuer sur le cheminement de pensée, parallèlement à ça, je commençais à lire un petit peu des bouquins, des études, des ouvrages, des choses autour du numérique, parce que c'est mon métier, donc forcément c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai mis tout ça un petit peu dans le shaker et je vous propose du coup quelques idées. Alors, ce n'est pas très abouti, soyez indulgents, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de travail, mais quelques idées, tout simplement de
si on s'inspire des principes de permaculture et qu'on essaye de les transposer au numérique, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, assez concrètement? Alors, voyons voir. Le premier principe, donc être attentif à la nature. Et être attentif à la nature, donc François en a déjà parlé pas mal, je vais passer hyper vite, mais pour moi, dans le cadre du numérique, si on dit être attentif à la nature, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut faire des produits qui sont le plus possible frugaux. Donc, un produit frugal, c'est utiliser les ressources, alors j'aime bien dire ça avec parcimonie et à bon escient, donc frugaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut limiter au maximum tout simplement les datas qui vont transiter, les process qui sont utilisés dans le cadre des applis. Donc une appli, François l'a hyper bien expliqué tout à l'heure, en fait l'empreinte du numérique, l'empreinte environnementale du numérique, elle est constituée essentiellement de 3 trucs. L'empreinte des terminaux, donc les outils qu'on utilise pour qu'on touche, qu'on utilise nous en tant qu'humains pour interagir avec des plateformes, l'empreinte des réseaux, les antennes, etc., tous les tuyaux, quoi, et puis l'empreinte des data centers à l'autre bout. Juste, vous imaginez la taille des data centers avec les 3 piles de disques durs là. Donc en fait, l'empreinte là-bas, elle est vraiment hyper importante aussi, même si le truc est assez caché, en général sous terre, etc. En fait, c'est une empreinte qui est significative. Et tous ces trucs-là ont un impact sur l'environnement, donc un impact de fonctionnement, ils consomment beaucoup d'énergie, mais aussi un impact effectivement à la construction, qui représente quasiment la moitié de l'impact global du truc. Et donc, je vous propose de voir des petites choses concrètes qu'on essaye de faire chez Unabi Studio, et puis plus ou moins, on fait de notre mieux, on n'est pas du tout parfait dans tous les domaines, mais c'est des choses qu'on essaie de faire pour essayer de réduire un petit peu l'impact justement des produits numériques qu'on fabrique, puisque je ne l'ai pas dit, mais chez Unabi Studio, on fabrique des applications mobiles, donc des produits numériques. Alors le premier truc dont je voulais vous parler, c'est, ça paraît tout bête, mais en fait c'est synchroniser les données. Quand on parle d'applications mobiles, on parle d'applications qui tournent sur un smartphone et donc qui communiquent avec un serveur selon le principe que je viens de décrire un petit peu. Et il y a un truc tout bête qu'on peut faire pour essayer de réduire l'impact, tout simplement, c'est essayer de synchroniser des données plutôt que, comme le font la plupart des sites web, quand on ouvre un site web, qu'est-ce qu'il va faire? Il appelle le data center via les antennes qu'on a vues, le data center fait des trucs et lui répond plein de data. Et en appelant le data center, il envoie aussi plein de data. Et donc, si quelque part, l'idée c'est de dire que tout ce qu'on envoie, on peut se le garder du côté du téléphone mobile pour ne pas avoir à le redemander la fois d'après. Et tout simplement essayer d'utiliser d'utiliser la data qu'on a déjà demandée tant qu'elle est à jour et de cette façon-là économiser un petit peu. Et donc je voulais vous parler d'un truc pour les plus informaticiens d'entre vous, un truc qui est tout bête, qui a été développé par Mozilla, qui s'appelle les e-tags. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un truc génial. Le deuxième point sur lequel je voulais vous parler, alors je m'attache à essayer de vous donner des solutions un peu concrètes, quoi, hands-on. Mais donc François en parlait tout à l'heure. Il y a un truc qui est hyper important quand on fait des applications, qu'on développe des outils numériques, c'est essayer au maximum comment dirais-je, de limiter l'obsolescence des appareils qui sont utilisés. Et pour les appareils mobiles, il y a un truc qui est assez pratique, c'est que ça soit Apple ou Google côté Android, ils mettent à disposition en fait des chiffres précis, mis à jour quasiment, alors pas en temps réel, mais quand même pas très très loin. Là, c'est un screenshot qui est pris sur le site de Apple qui date du 31 mai 2022, donc c'est quand même récent, et qui reflète la distribution en gros des possibilités techniques des appareils qui sont en circulation dans la nature. Et ça, c'est un truc hyper intéressant parce que du coup, ça vous permet, quand vous fabriquez un outil numérique, de
en fonction du pourcentage de personnes que vous voulez toucher. Ça vous permet de développer le truc de façon la plus précise possible et du coup de limiter potentiellement l'obsolescence des appareils et de faire en sorte que votre solution numérique elle soit accessible par le plus grand nombre. Alors un truc qu'on entend souvent quand on fait des applications mobiles pour nos clients, et vraiment, et c'est pas une blague, on l'entend hyper souvent. Dès qu'on fait des briefs avec des clients, on dit alors vous voulez faire une application mobile? Ouais, je veux faire une application mobile. Je veux faire une application mobile pour trouver, je sais pas moi, des parcs pour enfants. Ouais, super. Et d'ailleurs, si on pouvait rajouter une petite fonctionnalité type réseau social dedans, ça serait vraiment génial, quoi. Et donc, ne faites pas ça. En général, voilà la tête qu'on fait quand ça arrive. Et donc, c'est assez humain, en fait, quand on fabrique un produit, de se dire tiens, mais on pourrait faire ça aussi, puis on pourrait faire tel autre truc, puis tel autre truc, puis tel autre truc. Et puis, en fait, on se pose souvent la question de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais peut-être que la vraie question à se poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'on pourrait enlever, qu'est-ce qu'on pourrait ne pas faire justement. Et notamment peut-être que dans le cadre d'une application pour chercher des parcs pour enfants, c'est peut-être pas très intéressant de rajouter une fonctionnalité type réseau social où on pourrait suivre où est-ce que les gens vont avec leurs enfants jouer, ou etc. etc. quoi. Donc la sobriété numérique, ça passe aussi, enfin la frugalité, ça passe par une frugalité de fonctionnalité aussi, et vraiment se concentrer sur l'essentiel et le pourquoi on fait les choses. Vous pouvez aller voir sur un site qui est assez rigolo qui s'appelle Appsite.io et qui liste pour chacune des applications mobiles qui existent tous les SDK que l'application utilise et en particulier tous les SDK qu'on embarque dans une application et qui remontent plein d'analytiques, les trucs que personne ne regarde jamais, qui remontent plein d'informations sur ce que font les utilisateurs dans les applications, de sorte de pouvoir leur envoyer de la pub ciblée. Enfin, il y a plein de raisons, enfin, il y a plein de choses après qui entrent en jeu, mais c'est intéressant de se persuader en fait, de la quantité de data qui transite pour rien du tout en regardant ce type de site web. Donc Appsite.io, c'est assez intéressant, c'est assez édifiant. Voilà, et donc du coup, si je vous fais un petit résumé de la frugalité, ce que j'entends par frugalité et des pistes un petit peu concrètes pour faire des applications frugales. Donc la première d'entre elles, c'est évidemment limiter les fonctionnalités. Hein. Ça ne sert à rien d'ajouter un bout de réseau social dans son app, dans la plupart des cas. Ensuite, limiter aussi la taille des applications, en particulier la taille des SDK qu'on embarque pour faire plein d'analytiques, pour mettre en place plein de plans de tagage, etc. Ou pour faire des choses qui servent à rien. Synchroniser les données plutôt que de les demander à chaque fois. Essayer de mettre à profit en fait, également les terminaux des clients, stocker de l'information ici parce que ça va permettre d'économiser beaucoup de data. Faites hyper gaffe à la rétrocompatibilité des applications et utilisez des terminaux plutôt que des data centers. J'ai mis ça. C'est une idée que j'ai, mais elle demanderait à être un peu étayée. Je vous la partage du coup. Mais en fait, je me dis que dans un certain nombre de cas, c'est certainement beaucoup plus intéressant de faire des calculs, des process, des choses qui demandent de l'énergie sur les terminaux des utilisateurs, puisque de toute façon, ils les ont et puis ils les chargent tous les jours, plutôt que de mettre ça sur des data centers qu'on déploie finalement à une vitesse hyper importante. Et donc, je pense, j'ai l'intuition que c'est plus intéressant en fait de mettre à profit de la ressource dont on dispose déjà, qui sont les terminaux de tous les utilisateurs quand on fabrique un produit numérique, plutôt que de devoir créer plein de data centers. Je ne sais pas du tout, c'est une intuition. Il faut savoir que en fait, c'est hyper difficile à mesurer tous ces trucs-là. Et surtout, c'est hyper difficile à mesurer de manière granulaire. C'est-à-dire qu'on est capable d'estimer l'empreinte du numérique en termes de consommation électrique, en termes l'empreinte de tout le numérique, parce qu'en fait, il suffit de lister tous les data centers qu'on a, et puis on regarde leur facture d'électricité, etc. Puis on en déduit des choses. On estime la quantité de métaux rares qu'il faut pour fabriquer, etc. Mais ensuite, aller estimer le coût, l'empreinte carbone d'un like sur Facebook ou d'une opération granulaire comme ça, c'est en fait quasiment impossible.
Parce que ce like, il est perdu au milieu de milliards d'autres likes, au milieu de milliards d'emails, et donc c'est très difficile de... Et donc c'est pour ça qu'il y a des choses que je vous partage et qui sont un peu de l'ordre de l'intuition aussi, quoi. Le deuxième truc sur lequel, dont je voudrais vous parler, c'est être attentif à l'humain. Ça, souvent, on a tendance à omettre cet aspect quand on parle d'empreinte environnementale des applications. Mais en tant que fervent défenseur de la permaculture, aujourd'hui, ce soir, je vous le dis, je pense que c'est hyper important d'être attentif à l'humain dans les applications, dans les produits numériques qu'on développe. Et c'est important parce que c'est ça qui va permettre de faire en sorte que tout simplement ça dure, quoi, et qu'on ne devienne pas tous complètement cinglés en utilisant nos produits numériques. Et donc, comme c'est beaucoup la mode des acronymes, j'ai inventé un acronyme pour essayer de décrire ce que j'entends par un produit numérique qui est attentif à l'humain. Et attention, l'acronyme, tagada, soin, c'est l'app Atom. Alors, j'ai mis un petit drapeau de Savoie parce que l'app Atom, c'est pas hyper français, donc du coup, pour dire que oui, je sais que c'est pas hyper français, mais c'est parce que sinon l'acronyme ne marchait pas. Et donc l'app Atom, parce que comme il n'est pas là et qu'il est malade, le pauvre, je voulais quand même qu'on puisse penser à lui ce soir. Et donc l'app Atom, qu'est-ce que ça veut dire? Et je vais vous décrire après ce que j'entends par, ce que j'imagine dans ces différents points. L'app Atom, elle est attentive. Elle est transparente, elle est ouverte et elle est méritante. Donc, Atom, c'est bon, c'est QFD. Et du coup, ce que j'entends par attentive, c'est que c'est une application qui protège l'utilisateur, qui protège ses datas, qui est attentive aux dérives potentielles qui pourraient être engendrées par un produit numérique. Une app transparente, pour moi, c'est une app qui est honnête, qui ne soutire pas d'informations à l'utilisateur dans son dos, qui réagit de manière compréhensible, de manière même quasiment prédictible en fait, qui réagit de manière transparente, quoi, et qui n'essaie pas de cacher des trucs sous le tapis. Une app donc, numérique qui respecte l'humain, c'est aussi une app qui est ouverte, au sens où elle exclut personne. Et donc, on retrouve derrière ce concept d'ouverture de l'application tous les principes de rendre une app accessible, inclusive, etc. Et enfin, c'est une app qui est méritante au sens où, à mon sens, on voit beaucoup de produits numériques aujourd'hui qui mettent des choses dans leurs applications pour forcer les utilisateurs à les utiliser, quand bien même ils ne trouveraient pas beaucoup de valeur à cette application. Donc, ce que j'entends par... je vous donne un exemple. Booking.com, par exemple. Booking.com met énormément de chambres sur son application qui sont déjà louées, qui ne sont pas disponibles. Mais il fait ça parce que, comme ça, on va trouver une profusion d'offres, on va trouver plein de choses, et du coup, on va avoir envie d'aller dedans. Mais en fait, ça ne sert à rien parce que les chambres ne sont pas disponibles. Mais ils le font quand même parce qu'on constate que ça convertit mieux que plein de choses, parce que plein d'analytics leur ont dit que... et donc, une app méritante, c'est quelque part une app que les utilisateurs vont utiliser parce qu'ils trouvent une vraie valeur dedans, et ce n'est pas l'application qui artificiellement a essayé de créer une valeur pour les utilisateurs ou essayer de déguiser quelque chose. Alors, je vais vous donner quelques exemples, là aussi, de trucs que je considère comme rentrer complètement dans ce cadre-là, et de trucs que je considère comme ne pas rentrer dans ce cadre-là. Le premier exemple, c'est l'application Citymapper. Je ne sais pas si vous connaissez cette application, mais vraiment, c'est une application qui est remarquable à plein d'égards. Et effectivement, c'est une application qui prend soin de ses utilisateurs, mais vraiment au sens propre du terme, et qui fait bien attention d'être hyper inclusive. Je vous donne 2 exemples dans cette application. Le premier, c'est quand vous utilisez cette application Citymapper. Donc, c'est une application pour vous permettre d'aller d'un point A à un point B en utilisant n'importe quel moyen possible. Donc, Citymapper, vous lui dites moi, je voudrais aller. Alors, ça ne marche pas à Chambéry, désolé, mais à Paris, vous êtes en gare de Lyon et vous voulez aller au Halles. Voilà, l'application va vous dire vous pouvez y aller à pied, ça prend 30 temps, vous pouvez y aller en vélo, vous pouvez y aller en trottinette électrique, en métro, etc. Elle va vous exposer comme ça tous les modes de... Et il y a des options qui sont hyper intéressantes. Par exemple, s'il est tard, l'application va vous proposer un chemin, non pas forcément le plus rapide,
mais celui qui passe par les rues principales, dans lesquelles il y a de la lumière et vous êtes sûr de ne pas vous faire agresser. L'application, s'il est tard, du coup, elle vous rappelle que c'est bien de faire savoir que vous êtes bien arrivé, et puis vous pouvez partager votre progression en temps réel. Comme ça, si vous avez peur qu'il vous arrive quelque chose, du coup, c'est carrément suggéré par l'application au cas où vous auriez oublié. Et puis pour les personnes handicapées, elle est vraiment hyper bien faite. Donc vous avez une option, vous pouvez cocher « Je voudrais un chemin qui soit le plus accessible possible ». L'application va vous proposer les meilleures sorties de métro, celles qui sont à côté des ascenseurs, celles qui sont suffisamment larges pour passer en fauteuil, et idem pour les itinéraires à pied, etc. Et évidemment, l'application par ailleurs, elle est très bien faite en termes d'accessibilité pour les personnes non-voyantes, etc. Donc c'est vraiment pour moi un exemple qui est assez remarquable en termes de ce qu'on peut faire finalement de mieux en termes de produits numériques. Après, il y a des petites choses toutes bêtes pour essayer de faire une application qui soit transparente et qui soit prédictible, qui ait des comportements auxquels on s'attend. Des petites choses tout bêtes comme par exemple, dès lors qu'on demande une information à un utilisateur, et alors d'ailleurs, c'est aussi quelque chose qui fait partie de la RGPD, j'imagine que la RGPD, ça vous parle ? C'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, dès qu'on s'attache à faire les choses mieux, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de trucs qui convergent et qui vont tous dans le même sens. Et donc, quand on s'attache à faire une application qui est sobre d'un point de vue numérique, qui fait moins de choses, etc., on se rend compte que c'est vachement plus facile d'être compatible, beaucoup plus facile, d'être compatible avec des réglementations, etc. Parce qu'en fait, donc la RGPD, c'est la réglementation générale pour la protection des données. Et donc, c'est quelque chose qui définit un petit peu comment les produits numériques sont censés prendre soin des données des utilisateurs. Et donc, typiquement, dès qu'on demande une information à un utilisateur, expliquer pourquoi on la demande, quoi. C'est bête comme chou, mais en fait, c'est quand même assez efficace. En ce qui concerne la transparence, je voulais vous partager une initiative que j'ai trouvé assez sympa. C'est donc un site web qui s'appelle Open Terms Archive. Et donc, en fait, c'est un site web qui vient versionner chaque changement qui se passe sur les CGU ou les conditions d'utilisation des différents services numériques. Et c'est assez marrant de voir ça parce que souvent il y a des petits changements de mots, des petits changements qui passent un peu inaperçus et puis qui sont en général au milieu d'un texte de conditions générales d'utilisation qui est long comme ça. Et on vous dit « Ah, ça a changé, il faut que tu acceptes en bas à droite ». Forcément, qu'est-ce que font tous les gens? Ils acceptent en bas à droite et puis ils lisent pas l'intégralité du truc et encore moins ils comparent la version précédente avec la version actuelle. Et ça c'est un outil qui le fait et qui le fait un peu comme on compare des codes sources, donc qui s'appuie sur GitHub pour faire ça. Et donc c'est assez génial, je vous invite à aller faire un tour et en tout cas c'est pas mal parce que quand bien même les concepteurs et les fabricants de produits numériques ne feraient pas leur métier ou pas suffisamment bien en termes de transparence, il y a des outils qui viennent quand même nous forcer, qui viennent le faire pour nous et ça c'est plutôt bien. Quelque chose d'autre que je voulais vous partager, je ne sais pas si vous avez vu ces 2 documentaires qui sont disponibles sur Netflix. Pour ceux qui ne les ont pas vus, et si vous voulez... alors, regardez-les quand vous êtes en forme, ne les regardez pas. Mais c'est 2 documentaires qui illustrent hyper bien, à mon sens, les dérives que peuvent avoir les produits numériques de nos jours, et en particulier donc, les réseaux sociaux. Et donc, qui illustrent à quel point les réseaux sociaux sont aujourd'hui en train de juste bouleverser la façon dont fonctionnent les sociétés, et voire même les déséquilibrer, en fait, et notamment dans The Great Hack, c'est édifiant. Donc, je ne veux pas vous spoiler, mais on peut en parler autour d'une bière. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est des documentaires qui traitent des réseaux sociaux, de Facebook, de Pinterest, de plein de réseaux sociaux, et dans lesquels il y a plein d'interviews de personnes qui ont fabriqué ces produits numériques. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, en fait, à la base, ils n'avaient pas des mauvaises intentions, ces gens-là. Ils avaient juste l'intention de fabriquer des trucs géniaux. Ils étaient juste dans un état d'esprit où « Ah, génial, on peut faire ça, super, je peux rajouter un petit morceau de réseau social dans mon application, c'est génial, on va connecter les gens ensemble, etc. » Et en fait, on se rend compte que ces produits littéralement conduisent à des dérives qui aujourd'hui mettent vraiment à mal les sociétés et la stabilité de nos sociétés, quoi.
enfin, si vous voulez, on peut en parler. Dernière chose que je voulais vous partager à propos de ça, c'est un studio qui conçoit des produits numériques globalement au sens large, qui a fait The Tarot Cards of Tech, et donc c'est un truc assez rigolo. C'est un jeu de tarot sous forme le tarot voyance, et en fait qui liste tout un tas de questions qu'on peut se poser quand on fabrique un produit numérique et qui conduisent à se poser vraiment les bonnes questions et à estimer un petit peu les dangers et les dérives que pourraient avoir les produits numériques qu'on fabrique. Je vous donnerai les slides si vous voulez, les URL, si vous voulez aller voir, c'est intéressant. Voilà. Et enfin, le troisième pilier, donc redistribuer les surplus. Et là, la façon dont j'imagine ça d'un point de vue du numérique, c'est en fait, je pense que c'est important de créer des produits qui soient équilibrés économiquement. Au sens où des produits qui ne créent pas de dissymétrie et qui ne créent pas de dépendance économique trop forte entre différents acteurs. Et typiquement, les questions qu'on peut se poser quand on veut concevoir des produits qui soient équilibrés économiquement, c'est donc est-ce qu'on exploite les utilisateurs via notre produit? Est-ce que les utilisateurs ont conscience de la valeur qu'ils génèrent en utilisant les produits? Est-ce qu'ils seraient choqués si on leur disait est-ce qu'un utilisateur de Facebook serait choqué si on lui disait combien il rapporte à Facebook chaque année? Je pense que oui. Est-ce que c'est difficile d'arrêter de payer? Est-ce que ça crée donc une dépendance? Ou est-ce que mon outil, il rajoute de la pression d'un point de vue managérial sur les employés ou sur les fournisseurs ou peu importe quand il s'agit d'un produit B2B? Et donc, c'est vraiment des questions, je pense, qu'il faut se poser. Exemple typique, que vous connaissez certainement, de produits qui, à mon sens, n'est pas équilibré économiquement, c'est Uber. Et son concurrent Lyft fait la même chose. Et en fait, même le truc est sorti plus tôt chez Lyft, donc qui est un concurrent d'Uber aux États-Unis. Si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est tout simplement que avec batterie, si vous avez moins de 20% de batterie, Uber va vous proposer des courses un petit peu plus chères. Pourquoi? Parce que vous êtes en stress, vous n'avez plus de batterie sur votre téléphone, vous devez aller à un endroit à tout prix, et dans cet endroit, vous allez pouvoir recharger votre téléphone, donc il faut vraiment vite y aller, et donc vous êtes prêt à payer un peu plus cher. Et à mon sens, ce truc-là, c'est juste exploiter, c'est une dissymétrie économique. C'est exploiter une faiblesse de la personne à qui je rends le service pour lui faire payer plus cher le service. Et je pense vraiment que Uber ne sont absolument pas les seuls à mettre en place ce genre de truc. Alors là, il y a un article qui est sorti, il y a plein de choses qui sont sorties autour de cet usage de cette augmentation du prix. Mais en fait, si vous regardez simplement les systèmes de réservation de billets d'avion, ça fonctionne pareil. Même ça a un nom, ça s'appelle le revenue management. Les chaînes d'hôtels font pareil. Et aujourd'hui, même la SNCF fait la même chose. Un billet de train, vous ne le payez pas du tout le même prix selon que vous le réservez 3 mois à l'avance ou la veille. Voilà. Et même 5 minutes. Si tu coupes ta session, tu reviens avec un outil et ça fait 2 fois. Exactement. Tout à fait. Il y a ce genre de mécanismes qui sont mis en place. Et donc, c'est peut-être le moment de se poser la question de savoir si est-ce que ça c'est vraiment sain, est-ce que c'est vraiment ce type de produit qu'on veut ou pas, quoi. Et à contrario, il y a des entreprises qui essayent de faire des choses plus équitables, plus équilibrées. Alors, je ne suis pas spécialement fan du télépayage, et puis comme on parle d'environnement, ce n'est pas nécessairement un super exemple dans le cadre de l'environnement, mais je trouve que c'est pas mal en tout cas ce qu'ils font. Donc Ulysse, le badge télépayage qu'on paye 2 € par mois, c'est un abonnement. Et le mois où vous ne roulez pas, vous ne prenez pas l'autoroute, vous ne payez pas votre abonnement de 2 €. Je trouve ça hyper fair comme, sur le principe, quoi. Voilà, en conclusion, en fait, tous les exemples que j'ai essayé de vous donner et tout ce que je vous ai dit, pour moi, ça peut se résumer en une seule phrase. Elle n'est pas de moi, elle est d'un auteur américain qui s'appelle Simon Sinek, c'est Start with Why. Et en gros, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est on ne fait pas les choses parce qu'on peut les faire. On fait les choses pour une raison particulière. On fait les choses pour une raison particulière et c'est ça la question qu'il faut se poser avant toute chose. Et voilà. Et d'ailleurs, je finis avec cette fameuse citation de Michel Audiard. Donc, à propos des gens qui font les choses parce que simplement on peut les faire sans réfléchir, et voilà.
Et voilà. Je vous laisse deviner le slide de la fin. Et on peut aller prendre une bière. Merci.